des successions ouvertes et liquidées en Europe sont internationales. Une succession sur 10. Quand moi, on m'a enseigné le droit international privé, c'était un droit marginal, absolument marginal, et ce qui s'appliquait à 1% des cas, très marginal, et donc confidentiel et compliqué. Aujourd'hui, c'est un droit qui s'est popularisé, massifié, intensifié, qui demeure tout de même un tout petit peu compliqué. Alors, il se simplifiera, le législateur simplifiera, il demeure un tout petit peu compliqué. Comment dire, si on est triste et cynique, vous voyez que j'ai un très bon esprit. Je l'ai déjà dit, si on est triste et cynique, cette complication fait provisoirement notre fortune. Il faut avoir faire professionnel. Donc, il faut le maîtriser, il faut le mettre en œuvre du mieux qu'on peut, et puis, bien sûr, il se simplifiera aussi. Ça demeure un petit peu compliqué. On peut se demander si le droit d'autrefois est toujours adapté, comment dire, à la configuration sociologique des relations internationales privées d'aujourd'hui. J'ai fini le point de vue, la première section, et j'attaque maintenant la deuxième, le droit international privé au sens étroit, c'est-à-dire c'est le cœur de métier, et puis il y aura une section 3 sur le DP au sens large. Et là, je ferai quelques rappels sur des matières qu'on n'étudiera pas pleinement, comme la nationalité des individus ou la condition des étrangers. Mais je ferai des rappels qui sont utiles pour la compréhension de la suite du cours. Alors, le droit international privé au sens étroit, strictement entendu. Deux points dans cette section 2. Quelles sont les questions? Et premier point. Deuxième question, quelles sont les sources? Et je vais traiter, dans les minutes qui me restent, les principales questions. Et je vais aller plus vite, parce que vous avez entendu l'essentiel. Principale question, conflits internationaux de loi. On en a entendu parler. Conflits internationaux de juridiction. Ah, on ne sait pas quel est le juge judiciaire compétent. Il y a des problèmes de procédure civile, conflits internationaux de juridiction. Et parfois aussi, on dit conflit d'autorité. Quand des autorités administratives ou des autorités de régulation ont des compétences et qu'on ne sait pas bien quand elles doivent être mises en œuvre. Conflits internationaux de loi, de juridiction et d'autorité. Quand et comment ces différentes questions, ces différents problèmes apparaissent-ils? Je vais vous le démontrer encore ce matin en déroulant, premièrement, l'hypothèse contentieuse. Le cas typique du contentieux international, à quoi ressemble-t-il? L'hypothèse contentieuse, et puis dans la petite vidéo de 50 minutes que je vous ajouterai pour cette semaine, je traiterai l'hypothèse non contentieuse et je commencerai avec ça. L'hypothèse contentieuse. Donc on est dans l'agression, on est dans les hostilités, une ou plusieurs parties vont saisir un ou plusieurs juges. Parfois, les problèmes juridiques commencent-ils? Ils commencent chronologiquement par un problème dit de compétence judiciaire internationale. Compétence judiciaire internationale, c'est les conflits de juridiction. Conflit de juridiction, première partie. Compétence judiciaire internationale. Mais ce que j'aurais dû dire avant d'entrer en matière sélection pour elle, c'est que toutes ces questions que je vais détailler, auxquelles je vais répondre, on y répond en adoptant une perspective étatique déterminée. Cette perspective étatique déterminée, on la résume avec un mot qui a 3 lettres, F-O-R, le fort. Ça vient de forum, et ça veut dire la place. Donc on va dire au fort français, au fort allemand, voilà comment les choses se passent. Donc on emprunte la perspective d'un fort donné, F-O-R. Bien. Donc, compétence judiciaire internationale, première phrase. Le crash aérien, avion colombien, départ de New York, crash en Argentine, et il y a des Français dans l'avion. Quel est le juge compétent? Sauf quand il y a des conventions internationales qui unissent, qui regroupent tous les États concernés, on doit raisonner pays par pays. Donc si vous dites d'en haut, c'est la Colombie, c'est New York, etc., vous avez tout faux. À chaque fois, vous devez emprunter la perspective particulière d'un fort déterminé et vous demandez, et là la question est binaire, oui ou non, les juridictions locales sont-elles compétentes? Donc quand on veut résoudre un problème de compétence internationale, c'est pas d'en haut qu'on le fait, on
disant un crash aérien, c'est les juridictions du pays de départ, ou c'est les juridictions de l'État où l'avion est immatriculé, ou c'est les juridictions de l'État de nationalité des victimes. Toutes ces manières universalisantes de présenter les problèmes sont fausses, réductrices. Techniquement, on voit qu'il y a des contacts, qu'il y a une pluralité de juridictions envisageables, et à chaque fois on se place dans l'ambiance juridique locale et on se pose, et vous voyez, c'est plusieurs questions. On se met à New York, est-ce que selon le droit en vigueur à New York, les juridictions new-yorkaises sont compétentes? Et là la réponse c'est oui ou non. En principe. Il peut y avoir des binaires, des non-si, c'est une réponse binaire. Et c'est pas New York qui va dire les juridictions françaises sont compétentes. Pourquoi c'est pas New York qui va dire les juridictions françaises sont compétentes? Parce qu'il y a le filtre des souverainetés, qui est le juge de New York pour dire c'est le juge français selon les règles qui est compétent. Vous voyez, la compétence judiciaire, chacun pour soi. Les réponses sont unilatérales et contingentes. La France détermine la compétence des juridictions françaises. Je vous l'ai dit au premier cours à 9h45. Si vous faites une faute là-dessus, c'est un 0 pointé en droit international. Jamais une règle française de compétence judiciaire internationale ne peut attribuer la compétence pour un litige à un juge étranger. Donc, quand on veut résoudre un problème de compétence judiciaire internationale, on manie les règles du conflit de juridiction, et les règles du conflit de juridiction, normalement, il n'y a pas de répartition multilatérale, c'est unilatéral et c'est contraire. Les juridictions françaises sont-elles compétentes, les juridictions américaines ne le sont-elles, et si vous m'avez bien suivi et que vous en avez tiré des conséquences, à quoi ça peut aboutir comme singularité? Ça peut aboutir à des situations où plusieurs juges sont virtuellement compétents. Parce que le juge de New York dit oui, moi je peux régler le litige, le juge français dit oui, moi je le peux aussi, parce qu'il y a des victimes françaises, etc., etc. Et donc là, ça va ouvrir la possibilité d'optimisation stratégique. Les avocats intelligents et les avocats vont dire mais quel avantage mon client retire du placement du contentieux devant tel ou tel pays? Où est-ce que je serais le mieux traité? Ça s'appelle, et c'est pas nécessairement de la fraude, ça s'appelle, dans notre petit jargon, un forum shopping. Le forum shopping, j'ai mon petit supermarché, je fais le tour, j'ai fait le diagnostic, j'ai 3 juridictions dans le monde qui disent, chacune de son côté, oui, je suis prête à me reconnaître compétent. Où est-ce que mon client sera le mieux traité? Forum shopping, ce n'est pas nécessairement de la fraude. Donc parfois, vous voyez, il y a des options multiples. Quand il y a des conventions internationales, en matière aérienne, il y a des conventions internationales, et vous verrez un arrêt, la première fiche de télé, d'un crash aérien, où les solutions de compétence étaient unifiées par le traité. Ça n'a pas empêché les juges américains de dire nous ne sommes pas compétents. Et pourquoi les juges américains ont dit nous ne sommes pas compétents alors que selon le traité ils l'étaient? Parce qu'ils ne voulaient pas que les victimes françaises puissent avoir accès contre un avionneur américain, contre le constructeur de moteur, aux facilités du procès américain, et notamment les dommages et intérêts prédictifs. Ça, c'est ce qui s'appelle une faculté discrétionnaire en common law des juges de dire je ne retiens pas ma compétence, I am forum, un juge non-convenient, un juge qui ne convient pas. Compétence judiciaire internationale. Bon, j'ai trouvé un ou plusieurs juges et j'en ai saisi un. Qu'est-ce qu'on rencontre ensuite chronologiquement, ou au même moment? Des problèmes de procédure civile et aussi des problèmes d'hésitation sur le droit applicable. L'invention géniale. Et ça, c'est des problèmes de conflit de loi. Après la compétence judiciaire internationale, le conflit de loi. Le conflit de loi. On hésite sur le droit applicable. À quelle législation faut-il donner la préférence? Alors, là on fait la distinction, conflit de loi sur les questions procédurales. Est-ce que les questions procédurales, c'est richement imprégné de gros débats politiques de fond? Non. C'est des règles auxiliaires qui permettent au procès d'avancer efficacement. Donc, pour les questions de procédure, on applique en principe toujours la loi locale. Et la loi locale, comme on l'appelle, quand j'ai relevé votre âge, je détestais le latin. Je trouvais que c'était pédant, et d'un autre siècle que de parler de latin. Bon, ben, je n'ai plus votre âge, et j'ai compris, et j'ai mis 20 ans à comprendre, qu'il y avait un petit avantage à utiliser
dans le monde. Donc la formule que je vais vous présenter là, s'il y a un cours de droit international privé qui débute cet après-midi en Colombie, on utilisera l'expression. La lex fori. La loi du fort. Les questions de procédure, c'est la lex fori. Mais une lex, donc, le code de procédure civile français. Le juge français va appliquer le code de procédure civile français. Mais vous vous en doutez bien, il peut y avoir des nécessités d'adaptation, des nécessités d'amendement. C'est pas toujours très commode. Je vais vous donner 2 exemples. Ah ben, le défendeur, il habite à l'étranger. Comment on le touche? Comment notre droit des notifications va réagir face à l'extranéité? Il va falloir l'adapter. C'est pas le micro qui va me censurer. Puisque je disais, nous perturber. Oui, la notification à l'étranger, le code de CPC ne va pas pouvoir fonctionner tout seul. Peut-être falloir demander l'entraide d'un officier à l'étranger. Donc là, vous pouvez avoir, vous voyez, des régimes particuliers sur les notifications internationales. De fait, il y en a. Dans les textes internes, dans les conventions internationales. Obtenir un élément de preuve qui est à l'étranger. Un document. Le juge américain, il s'en dit pas quand il fait cette question-là. Il dit, plaintif, monsieur Robert, vous avez ce document au Japon? Ah oui, mais il est dans un coffre-fort, vous secrètement faites. Je vous fais injonction d'aller chercher par tout moyen, sinon c'est $10 000 par jour de retard. Là, c'est, voilà. C'est la manière du shérif, un peu. Nous, on ne fait pas trop comme ça. Nous, on dit, bah, il y a l'élément de preuve est à l'étranger, peut-être qu'il faut demander l'entraide. Vous voyez, il y a des problèmes particuliers qui sont posés par la difficulté de procédure. Hésitation sur le droit applicable, les questions de procédure, c'est pas très compliqué, sauf sur des points comme la loi applicable à la qualité et l'intérêt à agir. Ça, c'est des points techniques, vous verrez qu'il y a des arrêts sur le sujet, notamment de l'option de temps défaut. L'intérêt à agir, est-ce que ça, c'est une question de procédure ou est-ce que ça dépend du fait? Bon. Et ce que je voudrais vous dire avant de vous quitter très bientôt, rassurez-vous, vous vous tiendrez renseigné pour cette heure qui va flotter dans les airs en plus pour la fin de semaine, et puis mettez-vous, c'est 10% du programme qui était fait, il y en a pas de semaine. Mettez-vous au travail. Ce que le droit international privé a inventé de génial, c'est la déconnexion entre la compétence du juge et le droit qu'il va appliquer au fond du litige. Non, il n'est pas vrai qu'un juge français applique toujours au fond du litige le droit français. Parfois, il va appliquer les conventions internationales. Parfois, il va appliquer un droit interne étranger. On va dire le moine Busqueta, c'est ce qu'on a dit en 1811. Le moine Busqueta, parce qu'il est espagnol, la question de savoir s'il peut se marier, c'est le droit espagnol. C'est ça l'invention géniale la plus ancienne de la discipline, il y a plus de 1000 ans. Admettre, quant au fond du litige, sur des questions de fond et pas de procédure, admettre, et un droit étranger peut-être mieux placé, rendre applicable dans le procès civil français une loi étrangère. Comment le fait-on, mesdames et messieurs? Avec des instruments particuliers qui s'appellent les règles de conflit ou les règles de rattachement. On prend le litige. Ah, c'est un litige de type contractuel. Pour le litige contractuel, on appliquera la loi choisie par les parties. C'est une règle de conflit. Les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties. C'est un litige sur la propriété immobilière et l'immeuble est à l'étranger. Les droits réels sont soumis à la loi de situation de la chose. C'est un litige d'état et de capacité. Et le sujet est étranger. L'état et la capacité des individus sont régis par la loi nationale. Une catégorie, propriété, contrat, état, capacité, un critère de rattachement, ça fait, comment dire, notre instrument principal de résolution des conflits. On n'appelle pas ça la règle de résolution des conflits, c'est simplement ça la règle de conflit ou la règle de rattachement. Et on va étudier ça pendant ce semestre. Et la dernière question, ensuite et tout de suite. Le jugement est rendu et vos recours sont expirés. Le jugement américain. Il a appliqué la loi française et le débiteur est condamné. Mais le débiteur, il vit en France, il a ses actifs en France. Le jugement aux États-Unis ne sert à rien.
Donc vous voyez, le contentieux est fini, mais chez nous, avec les internationalistes, ça continue encore. Le procès a été achevé aux États-Unis, mais parfois il va falloir exporter le jugement à l'étranger. Et cette exportation, c'est un autre problème de droit des conflits de juridiction. Ça s'appelle le droit de la reconnaissance et de l'exéquatur des jugements étrangers. Et nous distinguons aussi dans notre terminologie, ça c'est ma dernière phrase, mesdames et messieurs, en tout cas en présentiel cette semaine, nous distinguons aussi en droit international les deux phases chronologiques, la phase dite de l'instance directe, compétence, procédure, droit applicable, ça va jusqu'au jugement, ça c'est l'instance directe. Et l'instance indirecte, c'est quand un autre pays, avec ses règles, avec ses mécanismes, est sollicité d'importer chez lui le jugement étranger. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à ça pour ceux qui sont de nouveau venus et bonne semaine à chacun.